Salut à tous, bienvenue dans World Sport, votre émission tous les jeudis à partir de 16 h sur les antennes du groupe Kavi Media. Au sommaire, on parlera de Fegui Foot, un nouveau coup de projecteur sur la Fédération guinéenne de football, où le président, l'ex-président, j'y arrive, de la Ligue guinéenne de football professionnel, Lucien Guilao, démis de ses fonctions par la Fédération guinéenne de football sans des raisons valables et remplacé par Diomandé. Ensuite, on parlera football où on va aller en Ligue des champions africaine pour parler du Oroya Athletic Club de Conakry qui a raté totalement son entrée en liste dans les qualifications de la prochaine Ligue des champions. Ensuite, on parlera du Afia de Conakry qui a, réussi son entrée en liste avec une victoire 3-0. Et pour terminer, on parlera cyclisme avec le championnat du monde de cyclisme qui se déroule actuellement à Kigali où un Guinéen représente le rouge jaune vert dans cette compétition. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Canal Plus 410, Star Time 110. Vous pouvez aussi nous suivre à travers les réseaux sociaux via Kavi TV sur Facebook, mais aussi toutes les informations sur siaminfo.com. Installez-vous confortablement. World Sport, c'est dans quelques instants. Comme je vous disais à l'entame, Lucien Guilao, démis de ses fonctions par la Fédération guinéenne de football sans aucune raison valable. Et pour en débattre dans cette émission, nous allons en parler avec nos chroniqueurs sur ce magnifique plateau. Et je vais commencer par ma droite, Monsieur Lansana Mara. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous et bienvenue. Et ensuite, Bobo Mané, l'habitué, le coutumier des faits. Bobo Mané, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Saïbou, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Lucien Guilao, démis de ses fonctions sans raison invoquée par la Fédération guinéenne de football, c'est Mamadi Diomandé, ancien secrétaire général de la LGFP, qui est nommé nouveau président de la Ligue guinéenne de football. On va en parler rapidement avec vous, Bobo Mané. Qu'est-ce que ça vous inspire ce mis à pied de l'ancien président de la Ligue guinéenne de football, M. Lucien Guilao? C'est un coup de tonnerre parce que tout le monde, moi je ne m'attendais pas personnellement à son licenciement parce que d'habitude si on licencie une personne, forcément il y a des raisons valables, mais pour le moment d'abord, elle a fait qu'il n'a donné aucune raison, aucun détail concernant son licenciement, mais on sait déjà quand même, il y a par le passé, il y a quand même des choses qui n'ont pas marché lorsqu'il dirigeait donc cette ligue. Donc forcément, il y a des manquements. Donc pour le moment, c'est un coup de tonnerre du côté de cette information. Alors avant de rentrer en profondeur, j'aimerais avoir votre avis rapidement aussi, Monsieur Mara. Oui, on a été surpris le mercredi, je crois bien, d'apprendre l'éjection de M. Guilao, qui était reconnu comme le président de la Ligue guinéenne de football. Et là, on l'a appris, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Bobo Mané, on l'a appris sans raison valable, parce qu'il n'y a pas eu d'explication, ni rien, mais on a vu qu'il y a une substitution qui est déjà mise en place par le secrétaire général, je crois bien. Si je me trompe, M. Mamadi Diomandé, qui a pris sa place, donc voilà.
on est tous surpris par cette nouvelle et on est sur notre... Alors, je disais à l'entame, la FEGIFOOT toujours sous les projecteurs. On sait que des problèmes à chaque fois, ça ne finit pas. On a plusieurs fois en parlé sur ces plateaux concernant la Fédération guinéenne de football. Mais mettre à pied un président de la Ligue guinéenne de football, sachant que la Ligue 2 vient de terminer. On a vu comment ça s'est passé, où il y a eu des clubs promus, où on était censé démarrer la Ligue 3. Qu'est-ce que vous pensez également de l'organisation aujourd'hui en global du football guinéen, notamment à la Ligue guinéenne de football professionnel? Il y a des défaillances, il ne faut pas se casser, il ne faut pas se voiler la face, il y a forcément des manquements, des défaillances parce que on a vu forcément la Ligue qui n'a pas forcément des sponsors, ça n'attire pas la visibilité sur le plan local et voire même international. Donc il est là, sa gestion n'a pas été totalement rose, il y a eu des moments et surtout la subvention concernant les clubs, ça a forcément retardé. Donc ça explique forcément certaines raisons parce que si vous prenez actuellement, il y a d'autres pays, le championnat a déjà commencé. Nous, jusqu'à présent, donc ça tâtonne le démarrage de notre championnat. Forcément, il y a de ces aspects qui sont rentrés en jeu. Peut-être il n'a pas su honorer ses erreurs répétitives. Donc, et la Ligue et la FEGIFOOT a décidé qu'il était temps de changer de département pour pas aspirer une autre personnalité. Alors, il parle de sponsors. Je vous rappelle quand même que la Ligue guinéenne de football professionnel est sponsorisée notamment par Guico Press, l'entreprise de KPC, où on connaît que le championnat de première division est sponsorisé par cette entreprise, normalement la deuxième division également. Mais quid de la troisième? Est-ce que avoir un seul sponsor pour les 3 championnats, sachant que il faut rappeler par le passé que le groupe de Sonoko était l'un des sponsors, notamment de cette ligue professionnelle, mais aujourd'hui le contrat a été résilié et finalement des problèmes de gestion financière se posent à ce niveau. Tantôt le championnat se déroule, tantôt c'est stoppé pour des raisons non évoquées qu'on ne connaît pas tous. Mais est-ce que tous ces changements-là peuvent freiner, freiner le déroulement du championnat qui doit démarrer normalement dans quelques semaines et des autres divisions? Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où le seul partenaire, la seule sponsor reste la société Guico Press, est-ce qu'elle est en mesure de prendre tous ces 3 divisions en charge et pouvoir les supporter? C'est là la question, parce que il faut le voir même dans la sous-région ou chez les autres en Occident, on voit qu'il y a du soutien, de l'accompagnement de la part des sociétés ou des personnes influentes qui sont capables de les accompagner. Mais ici, si ce n'est pas la fédération ou les quelques rares personnes qui s'y approchent, il n'y a pas d'accompagnement. Donc ce serait compliqué de rester dans la compétition et d'avoir tout ce qu'il faut. Et alors, si on doit prendre l'exemple, par exemple, sur la France, vous savez qu'il y a une sorte de différence entre la Fédération française de football et la Ligue, la LFP, j'y arrive. Alors, pour la Guinée, ce n'est pas totalement le cas. Pourquoi la Fédération est obligée à chaque fois de prendre des décisions sur la Ligue guinéenne de football professionnel? Parce qu'on voit qu'il y a tellement de problèmes au niveau de nos championnats. On en a sciemment parlé ici, des problèmes de niveau de nos joueurs, même à l'échelle internationale avec l'équipe nationale. C'est parce que le championnat n'a pas totalement de niveau. Et est-ce que tout se résume sur le problème administratif? Est-ce qu'il y a même des petites guerres d'intérêt entre la FEGIFOOT et la Ligue guinéenne de football? On ne comprend pas tout. D'une part, oui, on peut le dire parce qu'il y a ces gestions d'ego qui rentrent en jeu parce qu'on a vu, même au tête de la FEGIFOOT, il y a forcément des problèmes d'ego qui se répètent. Moi, je dirais que la Ligue guinéenne n'est pas autonome parce qu'elle n'a pas suffisamment les moyens pour subventionner les clubs pour gérer. Parce que si à chaque fois, il faut que la Fédération guinéenne de football essaie de prendre une décision capitale pour exécuter, et le président qui gère cette institution, ça crée des problèmes, ça crée des débats. Donc, il n'y a pas... Je pense que vous avez parfaitement raison. D'une part, il y a ce problème de structure, ce problème d'organisation, parce qu'à chaque fois, c'est un éternel recommencement. On change les mêmes personnes, c'est les mêmes problèmes. On dit souvent les mêmes problèmes, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Donc, on essaie de tourner autour du pot. Donc, on essaie de... Il y a cette gestion d'ego. À chaque fois, on essaie de mettre quelqu'un. Il vient
il fait un peu seulement, on essaie de créer. Il y a cette hypocrisie, il faut qu'on en sorte parce que voilà, ça va forcément impacter le niveau de notre championnat. Et si le niveau de notre championnat est bas, donc ça va forcément ternir l'image du football guinéen. Et si on doit parler globalement de la gestion de Lucien Guillao, qui n'est pas quand même une personne à présenter en Guinée, on connaît que c'est un ancien dignitaire de football de notre pays. Est-ce que, parce qu'on lui reproche souvent aussi ces problèmes de pause inattendus au niveau des championnats, notamment de la Ligue 2. D'ailleurs, on a vu l'organisation de la Ligue 2 qui vient de se terminer. Personnellement, je pense que ce n'est pas totalement adéquat qu'on ait par exemple 2 poules où 2 équipes sont qualifiées sans qu'il n'y ait de play-off. Je n'ai pas totalement compris. Où une première poule, il y a l'équipe de Kafa Moria, ou une autre poule, il y a une autre équipe qui est promue. Est-ce que pour vous, il y aurait dû y avoir par exemple après ces matchs de poule, les premiers ou les 2 premiers de chaque poule auraient dû jouer par exemple en Final Four, en une sorte de play-off pour accéder à la Ligue 1? Bien sûr, c'est ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le problème que M. Guillao a rencontré, personnellement, je pense, c'est une question d'organisation et d'accompagnement. Parce que moi, je pense que s'il était bien accompagné et qu'il avait tout ce qu'il faut, il pourrait être à mesure de faire tout ce qu'il a à faire ou qu'il devrait faire, tout ce qu'il a comme responsabilité. Mais là, il ne peut pas se dire, personnellement, en plus, je précise que c'est mon avis personnel à moi, se concentrer sur la Ligue 1 et puis rester dans la cohérence et revenir à partir de gérer la Ligue 2 et faire de même avec la 3e division. C'est qu'on ne peut pas prendre tout ça en charge à partir du moment où tu n'as pas d'accompagnement suffisant. On peut lui reprocher tout ce qui est là comme faute, on peut lui faire retomber tout ce qui n'a pas abouti pendant cette ligue et tout au long. Mais est-ce que c'est à lui seulement qu'il faut retomber toutes ces fautes? Non, mais moi je pense par exemple, ils ont le temps. Dans d'autres pays, les championnats se déroulent au même moment. La Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1ère, 2e, 3e division. Sauf que nous, en Guinée, on a eu suffisamment de temps. D'abord, le championnat de 1ère division s'est déroulé. Ensuite, on a commencé la Ligue 2 qui vient de terminer et la Ligue 3 qui devrait normalement commencer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avoir trop ce temps-là, d'organiser d'abord la Ligue 1, Ligue 2, après ensuite Ligue 3, est-ce que c'est une excuse pour nous dire que oui, c'est parce qu'il n'y a pas d'accompagnement? Est-ce que cet argument seul, le problème d'accompagnement, peut valoir le limogeage de Lucien Guillao? Pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que le mal est déjà profond parce que voilà, on ne peut pas limoger quelqu'un d'un seul coup parce que sans donner des raisons valables. Moi, je pense que voilà, le mal est déjà profond. On ne peut pas dire seulement qu'il n'y avait pas un problème d'accompagnement, il n'y avait pas de suivi, que c'est seulement à cause de ça il a été limogé. Forcément, il y a eu des raisons non élucidées pour le moment. Moi, je pense que voilà, nous, c'est difficile quand on parle de football guinéen parce qu'on ne respecte pas le calendrier FIFA, parce que dans les autres pays, comme vous venez de le rappeler, le championnat a déjà démarré il y a longtemps. Donc, forcément, nous allons retarder le début du championnat et encore, je le répète, ça va être encore un éternel recommencement. On va changer Lucien Guillao qui est là et notre voix à venir encore, ce sera sur les mêmes réalités. On va essayer de l'accompagner à un moment donné. Après, on va sortir encore, créer encore une peau de banane sur son pied. Donc, c'est une situation vraiment délicate. Il faut qu'on sorte de cette situation parce que le football guinéen n'a plus besoin de ça. Alors, et si on parlait de celui qui a pris sa place, c'est M. Diomandé, qui était quand même ancien secrétaire de la même Ligue guinéenne de football professionnel. On peut dire quand même qu'il s'y connaît parce qu'il connaît le terrain, il a mis beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on attend réellement de ce monsieur? Qu'est-ce qu'il pourra changer par rapport à ce que faisait Lucien Guillao? La moindre des choses, c'est qu'il arrive à réussir là où M. Guillao n'a pas pu et comment je peux les mots. En tout cas, il y a beaucoup de mots, voilà, il y a tellement de problèmes au sein de la Ligue parce que moi je m'attarde là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, même dans notre championnat, où les clubs n'ont pas suffisamment de stades, où vous avez parlé de l'organisation, moi je pense que la Ligue professionnelle devrait être l'organe régulatrice de tous ces problèmes-là. Alors on a vu la gestion, on ne peut pas dire que ça a été totalement bien fait de la part de Guillao. Maintenant, celui qui prend sa place, c'était quand même un secrétaire général de cette même ligue-là, qui est désormais mis à la tête de cette fédération, enfin de cette ligue. Maintenant, vu que la Fegifoot, vous savez, on est obligé chaque fois d'en parler, est-ce que Diomandé pourrait faire mieux que Guillao, surtout dans un laps de temps, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La Ligue 1 devrait démarrer dans pas longtemps et on n'a pas encore une fois entamé la Ligue 3.
comment vous voyez les futures gestions au sein de la Ligue guinéenne de football professionnel? Bah, dire qu'il va faire mieux en un laps de temps, ça va être compliqué parce que voilà, on espère qu'il va répondre aux attentes parce que voilà, si le championnat ne démarre pas, parce qu'il faut rappeler, nos représentants africains dans les compétitions africaines, s'ils ne déroulent pas de championnat, donc ça va jouer forcément parce qu'ils ne vont pas trouver de l'automatisme. Je ne vais pas dire qu'il va faire mieux par rapport à son prédécesseur, mais pour le moment, ce que nous espérons que la Ligue 1 soit autonome, que la Ligue 1 nous organise des championnats qui respectent le délai de calendrier FIFA. Bien sûr, je parlais tout à l'heure de Mamadi Diakité. Vous savez que normalement, on est censé quand même avoir un championnat compétitif vu que nous voulons avoir des joueurs compétitifs au sein de notre équipe nationale. On a récemment d'ailleurs vu des joueurs locaux quitter le championnat guinéen pour rejoindre d'autres championnats. Ça prouvait à suffisance au moins qu'on a des talents. Maintenant, il faut mettre les moyens en place pour revenir, en tout cas encadrer ces jeunes-là. Est-ce que vous pensez que Mamadi Diomandé a les armes, en tout cas à court moyen terme, de tenir la baraque ou de changer ce qui n'a pas été fait au temps de Lucien Guillao? Ouais, bien sûr, c'est faisable. Reste à voir maintenant si il aura la force et tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Parce que là, il est face à une situation où il n'aurait pas trop de charges ou de difficultés parce qu'il est déjà dans la chose, il s'y connaît et il opère depuis plusieurs années, je pense, bien dans cette ligue guinéenne de football. Ouais. Donc, en tant que secrétaire général, il doit avoir plein de vues et plein de choses à connaître dans cette institution. Et donc, il pourrait le faire, moi, je pense. Alors, parlons un petit peu de la FEGIFOOT. On sait que tous les problèmes qui ont eu lieu dans cet instant ces derniers temps, prendre une décision comme ça, sans évoquer les raisons valables de la mise à pied de Lucien Guillao et remplacé rapidement par Mamadi Diomandé qui était aussi dans la boîte et qui est toujours dans la boîte, qui n'est plus secrétaire général mais désormais président de la Ligue. Comment vous trouvez ces prises de décision de la FEGIFOOT sans évoquer de raisons valables? Parce que nous, on en a besoin. On ne peut pas prendre une décision aussi importante, même si c'est à mi-saison, enfin l'intersaison, on peut appeler comme ça, parce que les clubs sont en préparation actuellement pour entamer le nouveau championnat. Mais se séparer tout de suite du président qui a organisé le dernier championnat. Et comment vous trouvez cette prise de décision? C'est une décision bancale parce que voilà, on ne peut pas limoger quelqu'un sans donner des raisons valables. C'est une décision bancale parce que moi, c'est pourquoi je dis que le mal était profond parce que c'était déjà prémédité. On ne peut pas limoger quelqu'un et ça ne fait même pas 2 jours. Vous le remplacez automatiquement parce que voilà, c'était déjà prémédité. Donc, on avait déjà anticipé. Guillao avait déjà fait des erreurs ressources. On attendait le bon moment pour le limoger, mais le limoger tout d'un coup après le remplacer par un autre sans donner des raisons valables, je pense que c'est une décision non responsable. Ça désigne un peu le manque de responsabilité de notre fédération parce que même partout dans le monde, si on licencie un entraîneur, forcément il y a des raisons valables. On dit qu'il y a des objectifs à atteindre, soit il a réussi à se qualifier, soit il a remporté un championnat, mais on limoger quelqu'un sans donner de raisons valables, c'est une décision louche. Alors, je reviens vers vous pour la même question. Vous voulez déjà réagir sur ça. Et la fédération guinéenne qui a connu beaucoup de problèmes. On n'est même pas au bout de tout parce qu'il y a encore une commission qui est là, où il n'y a pas un président qui a été valablement élu, Sori Doumbouya. On prend une telle décision. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Moi, je ne serais pas totalement d'accord avec M. Bobo Mané, pensant que c'était prémédité. Parce que là, si c'était prémédité, moi, je pense que la fédération guinéenne aurait donné une raison valable de la raison pourquoi M. Guillao a été démis de ses fonctions. Est-ce que vous pensez que c'est responsable de démettre une personne de ses fonctions sans évoquer de raison? Bien sûr que ça ne se fait pas. C'est irresponsable et irrespectueux en même temps. Et à partir du moment où quelqu'un a fait a pris des charges, une responsabilité pour vous pendant un temps donné, et vous ne pouvez pas le limoger comme ça du jour au lendemain sans raison. C'est pas respectueux du tout. Alors, c'est quand même son avis et c'est la Guinée. On va marquer une courte pause avant de revenir et parler désormais du football sur le terrain parce qu'on parlait du football. Maintenant, on va faire un coup de projecteur sur la Ligue des champions africaine mais aussi la Coupe CAF pour parler du Oroya et du Afia.
sur ce plateau de World Sport. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur Kavi Media, le média développement. Vous pouvez nous suivre à travers Canal 410, mais aussi Star Times 110. Sur ceux qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre via Facebook sur Kavi TV, mais aussi l'ensemble de nos informations sur siaminfo.com. Je vous disais, on va parler football désormais, football sur le terrain, où on va faire un coup de projecteur sur la Ligue des champions africaine, où le Oroya Athletic Club de Conakry a manqué sa sortie lors des qualifications Ligue des Champions. Le Oroya qui s'est incliné lors de son premier match de qualification, 1-0. Le champion de Guinée en titre qui rate son entrée en lice, Bobo Mané. Qu'est-ce que ça vous inspire rapidement sur cette rentrée en lice manquée par le Oroya? Bah, je dirais que c'est une rentrée ratée parce que c'est un coup de tonnerre, une grosse surprise parce que cette formation de Benghazi, c'est vrai, c'est une formation qui faisait longtemps qu'il ne participait pas à cette compétition. Le champion du titre, le Oroya, qui vient quand même de subir une défaite, ça résume tout à fait le niveau de notre championnat parce que voilà, on ne s'attendait pas. Certes, il y a eu des matchs de préparation en sorte parce qu'on a vu la West Africa Champions Cup, c'était en quelque sorte une match de préparation pour cette formation de Matanka. Donc, perdre sur le score d'1-0, voilà, c'est une grosse surprise, même si voilà, il y a aussi un match retour à jouer. Et il y a un match retour, certes, mais le Oroya, qu'on a connu, un très grand club, le meilleur club guinéen de ces 10-15 dernières saisons. Et est-ce que vous trouvez ça normal de perdre face à Al Hilal, 1-0 pour un match aussi important, sachant que tous les mérites qu'on a vantés sur le Oroya avant même ce match, certes la préparation ne s'est pas passée comme on l'aurait souhaité avec beaucoup de matchs nuls, mais d'entrer perdre comme ça, c'est quand même préjudiciable, c'est quand même compliqué pour le club de Matam. Bien sûr, ils se sont mis dans une situation très compliquée parce que là, avec cette défaite, ils sont en mauvaise posture. Reste à voir au retour s'ils vont pouvoir remonter la pente. Mais là, déjà, avant d'affronter ce match, je pense que psychologiquement, ils devaient être prêts parce que je pense qu'ils sont plus expérimentés et ils doivent être en mesure de battre ces Libyens. Parce que là, c'est décevant de voir cette équipe guinéenne en tant que grosse tête du championnat guinéen et voir qu'ils n'arrivent pas à aller arracher une victoire du côté de la Libye, c'est déplorable. Ah oui, on sait que c'est quand même compliqué pour le Oroya, mais si on revient un petit peu en arrière, il y a 2-3 saisons, c'est une équipe quand même en difficulté financièrement, où il y a beaucoup de jeunes joueurs qui viennent du centre de formation du Oroya, où on a même vu, même dans ces phases préparatoires, il n'y a pas eu beaucoup de recrues du côté du Oroya, contrairement à l'autre club qu'on va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que vous trouvez quand même que les joueurs qui y sont ont quand même la possibilité de remonter face à cette équipe de Al Hilal au match retour? Bien sûr, ils ont cette expérience, ils ont ce vécu. Voilà, il faut rappeler que voilà, cette équipe de Oroya, c'est une équipe qui est en transition parce que voilà, on a vu beaucoup de jeunes qui viennent au sein de cette académie. On a vu même l'équipe tenante du titre, donc c'est le champion de Guinée. Donc, je pense qu'avec cette jeunesse, avec cette motivation, surtout de vécu parce qu'il y a de l'expérience avec Yaouba Bari, donc le score n'est pas, disons, lourd comme ça, parce que ce n'est qu'un score d'1-0, donc ils sont capables de remonter la pente et de renverser la situation. Ce n'est que le Oroya, donc je pense qu'ils ont les moyens et la détermination de renverser la situation. Non, mais au moins, ça démontre à suffisance quand même la dégringolade du niveau de football guinéen. Le Oroya, champion de Guinée, est quand même obligé de passer par les phases qualificatives pour accéder à la Ligue des Champions. Est-ce que vous trouvez, il parlait tout à l'heure de Yacouba Bari, qu'on n'a pas retrouvé au match aller. On sait qu'il n'est pas épargné par des problèmes physiques, mais il y a quand même quelques joueurs expérimentés au sein de cette équipe. Je parlais du capitaine malien, Salif Koulibaly, mais aussi de l'entraîneur Doumbouya, qui connaît très bien aujourd'hui le football africain. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Oroya au match aller? Qu'est-ce qu'il devrait changer pour renverser cette équipe de Al Hilal? Bien sûr, l'état d'esprit, moi je pense d'abord, parce que ici c'est des qualités, ils ont le potentiel pour pouvoir le faire. Mais mentalement, est-ce qu'ils sont solides, ils sont prêts? Parce que dans cette compétition africaine, il faut reconnaître qu'actuellement, il n'y a pas de petits clubs. Tout le monde essaye d'être performant dans ce qu'il fait et puis personne ne se laisse abattre. Maintenant, c'est au Oroya Athletic Club de montrer sa puissance et tout son palmarès, tout ce qu'on retient, tout ce qu'on connaît du Oroya depuis le Oroya d'antan. Mais
il faut noter aussi, comme vous l'avez signalé, les problèmes financiers qu'ils ont dernièrement. Ils n'ont pas été actifs dans le mercato guinéen ou africain. Donc, il n'y a pas eu trop d'allers de retour de leur côté. Donc, ils doivent faire déjà avec l'effectif qui existe. Et ce serait quelque chose de un peu compliqué. Ah, je vous rappelle quand même qu'on est ensemble dans cette émission jusqu'à 16h40, j'y arrive. Alors, Bobo Mané, on parle du Oroya, on connaît tout le vécu, tout ce qu'a fait ce club qui était dans des années antérieures l'un des clubs favoris pour aller au moins en dernier carré ou même en finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est ce Oroya qui se bat pour se qualifier en Ligue des Champions. Vous parliez tout à l'heure des préparations, on les a quand même vus à Cancan lors de cette West African Champions Cup où les clubs de la sous-région s'affrontaient. On a quand même vu des sorties du Oroya. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à mettre du feu parce que ça ne s'est pas imposé dans tous les matchs. Mais on se disait que c'était juste une préparation et que quand on va attaquer les compétitions, ça pourrait changer. Sauf que malheureusement, la première sortie n'a pas été le cas. Oui, ça n'a pas été le cas parce qu'on a vu que voilà, les préparations n'ont pas abouti parce que voilà, il faut rappeler que voilà, c'est un club qui a quand même des problèmes financiers parce que voilà, l'Orient aujourd'hui ne se permet plus de recruter comme avant parce que c'est le seul club ces dernières années, c'est le seul club guinéen qui au moins allait jusqu'au dernier carré d'une compétition africaine. C'est grâce au Orient que le football guinéen a évolué sur l'handicap. Donc, c'est une situation vraiment déplorable parce que si le Royal n'arrive pas à se qualifier au tour suivant, ça serait vraiment une situation lamentable. Parce que imaginez le champion de Guinée terminer champion et se faire éliminer par les barrages, c'est une situation catastrophique. Ah, le Royal qu'on retrouvera ce week-end à 16h30 pour le match retour des qualifications de la Ligue des Champions. Parlons maintenant du grand rival du Oroya, c'est le Afia, qui lui quand même a réussi son entrée en s'imposant sur un score de 3-0 face à cette équipe de FC Bantal, pardon, j'y arrive. Et le club de KPC qu'on a quand même vu avec beaucoup de joueurs qui sont arrivés lors de ce mercato estival, j'y arrive. Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver un autre Afia pour cette campagne, déjà pour cette campagne, mais aussi pour le championnat qui va démarrer? Mais bien sûr, le Afia, c'est un club habitué. Voilà, c'est le vice-champion derrière le Oroya. On a vu cette saison la bataille rude que ces deux clubs sont menés pour enfin que le Oroya sont gagnants. Donc, moi, je pense qu'ils ont cette ambition, c'est des objectifs, parce que voilà, ça fait longtemps que le Oroya ne dispute pas une compétition africaine. Donc, ils reviennent, donc ils montrent à suffisant qu'avec cette confrontation sur le score de 3-0, donc ils sont très bien partis pour encore une fois réaliser une compétition phénoménale. Même si voilà, les compétitions africaines, ça demande aussi de l'expérience, ça demande aussi du vécu. Mais pour le moment, voilà, il entame cette compétition avec tambour battant. Alors, 3-0 face à un club voisin, FC Bantal de Sierra Leone. Est-ce que ça vous dit, est-ce que c'est juste parce que c'est le FC Bantal ou le Afia a changé de niveau, c'est un nouveau cap qui commence? Est-ce que vous pensez que déjà ils sont partis pour se qualifier? Est-ce qu'ils vont s'imposer encore une fois au match retour? Et qu'est-ce que vous prévoyez pour cette équipe du Afia pour la saison qui démarre? Bien sûr, pour le Afia, contrairement au Oroya, je pense qu'ils sont à mesure de surmonter ces qualifications. Déjà, ça s'est déjà vu lors de la compétition de la sous-région, la West Africa Cup. Ils ont fait une très belle compétition. Ils arrivaient à marquer et puis à gagner des matchs. Et puis, quand ils sont sur cette continuité, ça se voit déjà par le score 3-0 contre cette équipe léonaise. Donc, c'est à féliciter et les encourager parce que c'est compliqué d'aller défendre les couleurs en dehors de ta patrie et puis d'y arriver la tête haute comme ils l'ont fait. Voilà, on a d'ailleurs vu après le CHAN des joueurs comme il y avait le milieu de terrain qui a quitté, le milieu de terrain guinéen, je ne me rappelle plus trop de son nom, mais qui a quitté le Afia. On a vu beaucoup d'arrivées, notamment un gardien gabonais, des joueurs binationaux, enfin des joueurs des autres pays, les Burkinabés, des Gabonais. On a vu cette équipe du Afia. Victoire écrasante, 3-0 face à Bantal. Ils vont jouer le match retour demain. Est-ce que vous leur voyez
comme favori pour le prochain championnat déjà. Et est-ce que après la qualification, où vous voyez le AFIA partir dans cette compétition de Coupe CAF? Parce qu'il faut rappeler que ça, c'est la Coupe CAF, ce n'est plus la Ligue des Champions, c'est l'équivalent de la Ligue Europa du côté de l'Europe. Donc, est-ce que vous voyez le AFIA faire un très grand pas vers cette compétition? Bien sûr, on a vu que c'est une entame réussie pour le moment parce que voilà, il faut rappeler que voilà, c'est le club qui a le budget le plus élevé pour le moment parce que on a vu c'est le club qui aspire beaucoup, qui a les moyens, qui recrute. Donc, par le passé, c'est le Roria qui jouait ce rôle, mais maintenant, moi, je vois cette formation voilà, rivaliser Titi avec le Roria parce que voilà, il faut rappeler que cette équipe de Roria, c'est une équipe qui est en reconstruction, pardon, j'y arrive. Donc pour moi, le AFIA, oui, capable de titiller le Roria, pourquoi pas même, parce que voilà, il faut rappeler que voilà, le niveau du championnat guinéen, même si voilà, ce n'est pas un niveau, disons, très très élevé, mais on a vu chaque saison, les champions changent. Voilà, les matchs sont tellement serrés, donc je le vois cette formation, parce que voilà, ça fait longtemps qu'ils ne discutaient pas une compétition africaine, je le vois au minimum les quarts de finale. Le AFIA qu'on retrouvera demain à partir de 16h30 au stade Ebimpe de Côte d'Ivoire pour le match retour à domicile face à cette équipe de Bantal FC de Sierra Leone. Et on va continuer, on va changer de discipline. Coup de projecteur sur le Rwanda, à Kigali, où se déroule en ce moment le championnat du monde de cyclisme au Rwanda, une première sur le continent africain. On va parler d'un compatriote qui représente la Guinée dans ce championnat. Il s'agit de Soridian Keita qui va rouler demain, vendredi 26 septembre, avec les juniors. Qu'est-ce que ça vous inspire, avant même de parler de Keita, qu'est-ce que ça vous inspire un championnat du monde de cyclisme une première fois sur les sols africains? Bien sûr, c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle que la Guinée participe et voir qu'il y a des athlètes qui s'y performent et qui arrivent à représenter la Guinée à l'image internationale. C'est très important que le ministère des Sports et les autres instances tournent le regard sur d'autres sports. Parce qu'il n'y a pas que le foot, il y a du cyclisme, il y a du basketball, le volleyball, on a vu tant d'autres. On a vu que même les autres disciplines arrivent à nous remporter plus de trophées que le football. Le football que les Guinéens aiment naturellement, vous voyez. Donc je pense que c'est une très bonne chose que le cyclisme soit enfin, qu'il y ait un coup de projecteur dessus et qu'ils arrivent à nous apporter de la visibilité. Et je le disais tout de suite, le cyclisme, c'est une première en Afrique, le championnat du monde de cyclisme, où on va voir des athlètes comme Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar ou encore Jonas Vingegaard. Ce sont des grands noms qu'on connaît dans cette discipline qui vont faire leur course sur les collines de Kigali. Comment vous trouvez tout cela? Qu'est-ce que ça vous inspire, une première en Afrique? C'est une fierté africaine parce que voilà, c'est un message que l'Afrique envoie aux autres pays. Voilà, on est capable aussi d'organiser. On a vu par le passé la Sud-Afrique organiser la Coupe du Monde de 2010. Donc, c'est une fierté africaine et surtout pour notre patrie, la Guinée, parce que voilà, voir des athlètes participer à une compétition, voilà, ça donne de bonnes augures parce que voilà, il vient de le rappeler, c'est pas seulement le football qui remporte les médailles, il y a d'autres disciplines encore. Surtout, vous avez vu récemment la Fédération guinéenne de handball, notre équipe handball qui a terminé 3e. Donc ça prouve à suffisance que voilà, le continent africain récolte des talents. Donc ça va être une compétition très très palpitante à suivre. Soridian Keita, qui est le seul représentant masculin de la Guinée au championnat du monde de cyclisme au Rwanda, il sera aligné sur la course junior vendredi 26 septembre. C'est lui qui a découvert le cyclisme en regardant le Tour de France. Savoure cette expérience unique, comme je le disais, avec des athlètes comme Mathieu Van Der Poel, comme Tadej Pogacar, le Belge comme Jonas Vingegaard. Alors, Soridian Keita, comment vous trouvez ce jeune joueur qui est quand même d'ailleurs binational, il a grandi en France, aujourd'hui il représente les couleurs de la Guinée dans ce championnat du monde de cyclisme? C'est l'amour de la patrie parce que voilà, on le sait tous, quand vous êtes né en France ou bien en Occident, donc vous avez cette culture, cet esprit donc combatif à essayer de donner pour avoir des médailles, même si voilà, il faut rappeler quand même, voilà, ces athlètes aussi voilà, évoluent dans les conditions, voilà, disons, médiocres, voire même lamentables, parce que voilà, il n'y a pas tellement d'accompagnement. En Guinée, ici, c'est le football seulement qui est mis en avant, même si voilà, de nos jours, voilà,
les dirigeants commencent à prendre des consciences que d'autres disciplines aussi existent, parce que voilà, il faudra mettre aussi d'autres disciplines en valeur pour renflouer les caisses et pour honorer l'image du pays. Ah, justement, Fatimata Balé nous avait représenté récemment dans le championnat d'athlétisme où il a terminé 12e mondial. Maintenant, on disait que c'était une fierté. Là, on a Soridian Keita qui doit également représenter la Guinée. On n'attend pas de lui qu'il nous envoie un titre tout de suite, mais ça serait une très grosse expérience pour lui, sachant qu'il y a des grands noms dans cette compétition et lui, il évoluera avec les juniors. Bien sûr, et c'est en plus d'être une grande expérience, et on sent à travers tout ce qu'on apprend sur ce monsieur que c'est un passionné. Parce qu'il a ça dans l'âme. Il regarde les Tours de France et puis il se voit là maintenant compétir avec ses idoles, c'est plus qu'un rêve, c'est inimaginable. Reste à voir maintenant ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Mais maintenant, il faut comprendre plutôt que c'est une très bonne chose pour lui déjà et pour la Guinée, parce qu'il a choisi de représenter les couleurs de notre patrie. Et puis, bonne chance à lui, on lui souhaite que le meilleur. Et alors, on lui souhaite très bonne chance à Soridian Keita. On rappelle que le championnat du monde de cyclisme a commencé le 21 septembre et qui va se terminer le 28 septembre. C'est ici que prend fin cette émission. On va s'arrêter là. On est talonné par le temps, messieurs. Le débat a été plus que houleux, enfin pas totalement houleux, mais on s'est régalé quand même sur ce magnifique plateau. Il ne reste que de vous dire merci, monsieur Mara. Merci à vous, monsieur Gakité. Merci, Bobo Mané. Merci, ça a été un plaisir. Alors, chers téléspectateurs, c'était tout pour ce soir. Merci, on se retrouve demain matin dans Tour d'Europe avec Mamadou Jean Baldé.